je vous souhaite la bienvenue là, sur ce nouveau thème. Donc j'ai eu l'idée de nommer cette conférence Ceux qui aiment trop, parce que bien souvent aussi dans mes patients au cabinet ou dans les gens que j'aborde et qui me sont proches aussi, on va retrouver une des problématiques qui est de se perdre dans l'autre, mais d'être tellement penché sur l'autre que l'on va s'oublier soi. Et c'est quelque chose qui va se retrouver au niveau de la relation amoureuse, mais pas que. Très souvent, ça se pose partout pour ceux qui sont concernés par ce souci de donner trop, hein, d'être trop, c'est excessivement généreux, quoi, excessivement penché sur l'autre, à tel point que la particularité de ce scénario, c'est qu'ils sont décentrés d'eux. C'est-à-dire que si je pose tout le temps mon attention sur l'autre, à ce moment-là, je me quitte, je me déserte, et du coup je m'oublie, et la difficulté étant toujours de revenir à soi. Donc, ça peut être, c'est toujours compliqué parce qu'on peut dire mais comment aimer trop, c'est un dysfonctionnement, on n'aime jamais assez trop, au contraire, tant mieux, on donne, c'est bien d'être généreux, c'est bien d'être donnant. Alors on peut imaginer qu'il n'y a pas de problème à donner trop. En réalité, quand on regarde derrière, dans les zones d'ombre, c'est pas si avantageux que ça, et ça part pas autant d'un bon sentiment que ça. Même s'il y a une bonne intention pour ces personnes-là qui sont généreuses, aimantes, donnantes, en réalité derrière, c'est souvent une problématique existentielle pour elles. Elles ne peuvent pas s'empêcher de fonctionner comme ça parce qu'elles sont construites sur cette base. Et du coup, l'inconvénient, c'est que, et je l'ai marqué pour ceux qui l'ont lu sur le flyer ou sur l'article aussi, qui était avenant, je ne sais pas si vous avez eu l'article qui allait avec. Pour ceux qui ne l'ont pas, je vous le transférais par mail, il y avait un article préparatoire qui allait avec. La question pour ces gens-là, c'est ok, je donne, alors bon, je déploie beaucoup d'énergie pour m'occuper de l'autre, pour être à ses petits soins, mais en retour, j'attends quand même d'être aimée, d'être importante pour lui. C'est pas, souvent ces personnes-là vont vous dire, quand on les écoute, mais je donne sans attendre de retour. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est de faire plaisir. En réalité, elles ne veulent pas voir que derrière, ça ne les arrange pas de voir que derrière je donne, mais quelque part j'aimerais être importante, j'aimerais compter pour toi. Donc il y a quand même un retour, c'est pas juste je donne et puis pas de retour. C'est très très rare ces personnes-là. C'est toute la question. Voilà, mais elle est honnête quand elle le dit parce qu'elle est sincère. Ouais, elle est sincère, sauf qu'il y a un endroit aveugle où elle ne veut pas voir que quelque part, elle est construite avec ça, depuis sa plus tendre enfance, et il y a quelque chose de l'ordre de je me sens exister si je donne. Et si j'arrête de donner tout le temps, à ce moment-là, j'ai l'impression que je suis rien, que je ne suis pas importante, que ma vie n'a pas de sens, et que je ne suis rien, que je n'existe pas. Donc il y a quelque chose vraiment d'une construction d'un enfant qui s'est bâti là-dessus et qui après ne peut pas s'empêcher de partir sur l'autre, de donner tout le temps, avec cette bonne intention qui est derrière je suis quelqu'un de donnant, je suis généreux, je prends soin des autres. Donc il y a le drapeau je suis généreux, amour, solidarité, mais derrière il y a quand même j'existe que comme ça. Et j'aime être reconnue là-dessus. C'est un peu le profil Mère Teresa, entre guillemets. Et je vais avoir un don sacrificiel très souvent, jusqu'à m'oublier, jusqu'à me perdre là-dedans et avoir un tel goût de la fusion. Ce sont des gens qui sont très très fusionnels en général et qui adorent ça, qui sont même addicts à ça. Ils ne peuvent pas s'empêcher d'être comme ça. Et c'est là où le bas blesse, parce que bien souvent, le pendant de ça, c'est que, au début, le récepteur, là, celui qui reçoit son amour, il est content, et il est déifié, il est sanctifié, c'est un prince, une princesse, tout va bien. Mais après, au bout d'un moment, c'est étouffant, quoi, parce qu'il est toujours en train de te donner, et puis des fois, il ne donne pas ce que tu attends en plus. Il donne ce qu'il imagine que tu attends. Donc à un moment donné, il peut être vécu comme étouffant, et en tout cas comme le seul partenaire unique qui doit être important pour l'autre. Donc en fait, il attend un retour. Il ne s'est pas toujours vu, mais il attend un retour. Voilà.
Donc c'est quand même une posture assez souffrante, malgré tout, bien que ceux qui le vivent s'arrangent avec ça, et très souvent ne voient même pas qu'il y a un problème. Et ils le font partout. Ils le font avec leurs enfants, ils le font avec leur famille, ils le font avec les clients au travail, partout. Ils ne peuvent pas s'empêcher de partir sur l'autre, de se pencher sur l'autre, et en général de s'oublier. Et donc on va voir apparaître souvent des conduites de burn-out, ou des conduites de somatisation, ou des difficultés de frontières en fait. Parce que je me perds là-dedans, je m'oublie. Hein, voilà. Donc ça c'est ce thème, voilà, ce que je voudrais développer avec vous. Après, voir si vous êtes dans ce profil-là, hein, parce que c'est une structure de personnalité particulière qui porte ce scénario-là, avec les avantages et les inconvénients. Mais comme c'est en excès, ça serait bien que vous en profitiez, si vous êtes là-dedans, de revenir à un peu moins d'excès si c'est possible. C'est-à-dire que, ok, de donner, mais l'excès de ça, ça devient vraiment systématique, quoi. C'est quand la personne ne peut pas s'en empêcher. Et là, il y a quelque chose d'un scénario de sauveur ou de se rendre indispensable, en tout cas d'être vu et reconnu comme ça. Je suis le généreux, je suis l'aimant, je suis celui qui donne, et mon image de marque, elle est aussi appréciée. Je m'aime aussi parce que j'ai cette image de marque-là, et j'y tiens. Et là, s'il y a à côté quelque chose de l'ego qui tient à son image de marque, du généreux, du donnant, de l'aimant, moi je sais aimer, toi peut-être pas, mais moi, je sais, je suis celui qui aime. Donc là, c'est particulièrement prétentieux. Mais la personne ne le voit pas toujours, hein, ne se rend pas compte. Voilà. Donc voilà, donc c'est ça que je voudrais développer avec vous. Et puis après, vous proposer aussi un exercice de cette structure-là, qu'on appelle la structure... c'est la structure 2 des structures de caractère de Reich, qui est dans ce profil-là, de la personne qui donne trop, qui aime trop, qui ne peut pas s'en empêcher. Si vous avez déjà connu vous avez déjà travaillé sur les structures de Reich, ça ne vous dit rien. Il y en a 4. C'est des profils de personnalité. Celle-ci, elle s'appelle soin-nourriture. Donc le problème est à la nourriture. C'est-à-dire, le problème, c'est qu'elle n'a pas reçu assez de nourriture en tout genre, nourriture affective, nourriture de soutien, nourriture, ça peut être aussi nourriture, hein, mais c'est souvent un problème de manque d'amour, de manque d'avoir été soutenue ou sécurisée. Et donc, à partir de là, elle va être toujours dans le besoin de donner aux autres ce qu'elle n'a pas reçu. Je ne peux pas m'occuper de moi et de mes besoins, je vais m'occuper de donner aux autres. Donc, je vais me perdre là-dedans. Ah, mais je vais le développer un peu plus tard. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont concernés par ce profil d'avoir tendance à donner trop comme ça, à aimer trop, à être toujours penché sur l'autre jusqu'à s'oublier, à faire tout pour les autres, voilà. Donc c'est souvent assez souffrant, hein. Il y a un bon côté, mais c'est comme si la personne ne peut pas s'empêcher de déployer toujours autant d'énergie là-dedans. Comme si elle ne peut pas faire autrement. Elle est coincée dans ce système-là. Ouais, qui ne pouvait pas s'empêcher. Je vais vous donner aussi des concepts pour mieux comprendre ce qui se passe pour ce type de profil. Des concepts en analyse transactionnelle qui sont très aidants pour comprendre ce qui se passe quand on est avec je suis celui ou celle qui donne, qui aime et qui aime trop. Donc il y a chez cette personne un besoin de faire plaisir aux autres. On appelle ça un driver. Attendez, je vois ça. Un driver, c'est un message contraignant. C'est quoi ? C'est une obligation. Message contraignant, on appelle ça un driver. Je dois faire plaisir. C'est pas je peux, hein. C'est je dois. Je ne peux pas m'empêcher de faire plaisir, sous-entendu, aux autres. C'est pas à moi, c'est aux autres. Donc dès que je repère quelqu'un que j'imagine a besoin de quelque chose, je ne peux pas m'empêcher de lui rendre service. Mais cette idée qu'on ne peut pas s'en empêcher, c'est-à-dire que si on ne le fait pas, il y a quoi, culpabilisation ? Il y a de la culpabilité et il y a même pas, c'est-à-dire ça part en automatique, tu n'as même pas le temps de dire ouf, que tu rentres quelque part par exemple, dans un groupe que tu connais pas, tout de suite tu t'intéresses à qui pourrait avoir besoin d'un truc. Alors, par exemple, oh mince, il y en a un cachot, je vais lui ouvrir la fenêtre, tiens, il n'y a pas de papier, je vais aller chercher du papier. Enfin, ton attention est centrée sur est-ce que quelqu'un aurait besoin de quelque chose ? Et comment je peux m'arranger pour aider quelqu'un ?
c'est pas que la relation amoureuse. Ah, ça se pose partout. J'ai dit de manière large. Alors évidemment, la relation amoureuse, c'est amplifié, là, c'est puissance 10, parce qu'il y a des enjeux existentiels. Mais si tu veux, tu l'as de manière très large. Tu vois, c'est quelqu'un qui va ne pas pouvoir s'empêcher de faire plaisir aux autres en général. Et souvent, soit on lui a appris, soit elle a vite compris, enfant, qu'en faisant ça, cette stratégie-là, eh ben, elle récupérait des signes de reconnaissance, on l'aimait pour ça, c'était une bonne stratégie qui a bien marché. Donc, mais très souvent, on peut retrouver dans ces profils-là, dans ces métiers-là, des gens qui ont ce profil. Mais j'en dirai plus. Hein. Je vais vous développer toutes les particularités de ce profil, que vous puissiez le repérer. Donc il y a du fait plaisir. Évidemment, il va y avoir un manque, et ça c'est une des clés de ressourcement et du plan de traitement, c'est d'arriver à se faire plaisir à soi, et d'arrêter d'être toujours branché sur l'autre. Si je commence à m'occuper de moi, de mes besoins, de me faire plaisir, hein, donc c'est-à-dire la clé elle est là, à faire retour sur soi. Au lieu de partir toujours sur l'autre, ce qu'elle sait faire, c'est de revenir à soi. Ça, c'est difficile pour elle. C'est presque X-Files, quoi. C'est quelque chose... voilà, c'est assez compliqué pour elle de faire ça, ce geste-là. Alors, je reviens à moi et je m'occupe de moi, parce qu'elle n'est pas souvent en contact avec ses propres besoins. Elle ne les sent même pas. Ça, c'est quand même juste un problème, hein. Elle sent les besoins des autres, mais pas les siens, très souvent. Et quand même si elle sent ses besoins, elle ne sait pas y répondre. Elle n'a pas l'habitude. Donc elle n'est pas connectée sur elle, elle est connectée sur l'autre, avec des yeux grands ouverts sur les autres. Vous me dites, hein, pour ceux qui sont dans cette affaire-là, si vous vous reconnaissez. Alors, fait plaisir aux autres. Il y a aussi en dessous du ne sois pas digne d'être aimé tel que tu es. Ça, c'est une injonction, on appelle ça. Hein. D'être aimé, bon, je rajoute tel que tu es. Hein. Parce qu'elle pense, depuis qu'elle est enfant, qu'elle est digne d'être aimée que si elle aime beaucoup, que si elle donne beaucoup, que si elle fait plaisir. Donc ça, elle croit ça, c'est une croyance qu'elle a et qu'elle a vérifiée maintes et maintes fois. Elle y croit toujours, dur comme fer. Voilà. Donc tant que cette croyance existe, évidemment, il va y avoir beaucoup de difficultés à être ce qu'on est, quoi. Et à se débarrasser de, je suis pas obligée de donner tout le temps, quoi. Je peux, mais je suis pas obligée. Voilà, ne sois pas digne d'être aimé tel que tu es. Après, qu'est-ce qu'elle a encore comme... Alors, elle va voir, oui, très souvent, on va voir apparaître le scénario qu'on appelle le scénario de sauveur. Un scénario de sauveur, c'est un scénario, ça veut dire que la personne, elle est dans ce conditionnement, dans un scénario comme dans un film. Hein. Donc, c'est inscrit depuis l'enfance, suite à des événements, et notamment souvent des événements de privation. Hein, elle n'a pas reçu assez de soins, de nourriture et d'amour. Et donc, ça va lui construire un scénario de sauveur qui est, je dirais, imprimé dans son disque dur. Donc, elle a du mal à se débarrasser, en fait. Alors, je vous donne la définition du sauveur. Et sauveur, toute personne qui fait plus de 50% du chemin pour l'autre. Sans forcément que l'autre ait fait une demande concrète. Et en plus, elle fait pour l'autre, alors que c'est bien souvent ni de son ressort, ni de ses compétences, ni de son rôle. Je vous dis, il y a un problème de frontière ici, hein, parce que normalement, je sais pas moi, si tu es dans un rôle même de mère, hein, est-ce que tu viens sauver ton enfant? Est-ce que c'est dans ton rôle ou est-ce que c'est dans ta compétence Ils en font trop en fait. Hein, les gens qui sont dans le scénario de sauveur, ils peuvent pas. C'est pas aider, c'est sauver. Il y a une différence entre prendre soin, aider, et sauver l'autre. Sauver, c'est faire plus de 50% du chemin pour l'autre. L'autre, t'as pas fait de demande, mais en réalité, elle sauve. Le sauvetage, c'est toujours négatif. Toujours. Ça part d'un état du moi qui s'appelle le parent sauveur, en analyse fonctionnelle, qui est toujours négatif. Alors que prendre soin, c'est le parent nourricier, positif,
Ça, c'est prendre soin de l'autre. Et le parent sauveur, c'est quand tu fais trop, et là, tu tombes dans le sauveur. Donc, il y a une bascule à un moment donné. Hein. Ça va vite. Hein. On peut vite passer de voilà, je vais là où tu as besoin parce que tu me fais une demande claire, à je fais 10 fois trop de ce qu'on m'a rien demandé, quoi. Hein, c'est pas sauver de la noyade, hein, c'est je réponds à l'attente que j'imagine que l'autre a besoin de moi. Hein. Donc là, c'est costaud comme truc. Hein. Donc c'est pimpon-pain, j'arrive. Et c'est existentiel, hein, dans la mesure où, en faisant ça, la personne va récupérer beaucoup de signes de reconnaissance. J'attends en retour, même si je ne veux pas le voir, qu'on m'aime, qu'on me reconnaisse, qu'on me dise que je suis généreux, indispensable, je suis utile, je sers à quelque chose. Voilà, c'est ça le drame. Elle est accrochée à ça. Elle a besoin de ça, sa dope. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chez ces personnes-là? Ah, alors, en plus elles sont aigries, hein, quand il y a du scénario de sauveur ici, c'est-à-dire qu'elles ont toujours l'impression que les autres n'en font pas jamais comme eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils donnent, mais c'est la bonne poire du service, ou en relation amoureuse, il y a quelque chose de l'ordre de c'est ingrat, l'autre me donne jamais autant que ce que moi je peux lui donner, et c'est pas normal. Mais personne ne lui a demandé de donner autant, hein. C'est elle qui ne peut pas s'empêcher d'être fixée sur l'autre, rivée sur l'autre comme ça. Hein. Donc après, elle le fait payer, évidemment, par des bouderies, des rancœurs, mais enfin, avec tout ce que je fais, voilà, le jeu préféré, avec tout ce que j'ai fait pour toi, comme c'est ce qu'on appelle des relations symbiotiques, c'est-à-dire qu'il y en a un petit qui est pris en charge par un grand, soi-disant, hein, enfin le grand c'est le sauveur, là, qui joue le rôle du parent, et l'autre est maintenu dans son rôle de petite victime fragile, et ça les arrange bien tous les deux. Mais ça ne règle rien, parce que ça ne leur permet pas de grandir, de monter dans l'adulte, tu vois, ni l'un ni l'autre. Voilà. Mais c'est souvent comme ça que ça s'emboîte. Et ça peut fonctionner, cette relation symbiotique, des années durant. Hein. Il y a même des couples qui vont, comme des béquilles, fonctionner comme ça toute leur vie. Hein. Et mourir comme ça aussi. Hein. Il y a des couples qui s'organisent autour de cette symbiose. Il y en a un qui est le sauveur et l'autre, il est un peu effacé, mais il est fragilou et il se fait prendre en charge. Mais il se maintient dans la non-autonomie, en fait. Hein. Et ouais. Mais ça les arrange tous les deux. Mais c'est malsain, c'est les symbioses malsaines. Mais évidemment, c'est des béquilles, hein, ça les arrange un peu tous les deux. Mais bon, voilà, il y a mieux. Hein. Pour en revenir à la construction de... Pourquoi est-ce que ça existe, ça, dans le formatage d'un enfant qui devient un adulte? En général, ce qui se passe, c'est que je vais vous faire les états du moi, vite fait. Hein. Donc ça, c'est le parent, l'adulte et l'enfant. Très souvent, j'en parle dans mes conférences. Donc, on va dire que ça, c'est le petit enfant, hein, qui a quelques années, souvent de 0 à 3-4 ans. Et dans la maman, voilà, et ben, il y a aussi un état du moi enfant. Il y a un enfant intérieur chez chacun d'entre nous. L'enfant intérieur, c'est là où il y a les besoins, c'est là où il y a les émotions, où il y a les désirs, etc. Et l'enfant de l'enfant va capter directement, va se mettre en lien direct. Vous savez, comme les enfants sont des éponges, les petits. Les tout petits bébés, les tout petits sont des éponges. Ils captent tout. C'est-à-dire que ça passe pas par la pensée, ça passe par leur sens, le sensoriel, ça passe par le prolongement vraiment du corps, quoi, des émotions. Hein, de la chimie. Ils n'ont pas besoin de rationaliser, d'analyser, ni rien du tout. Hein. Donc ils vont capter très très jeune l'enfant de la mère, et notamment ce qu'on appelle la partie, le 1 de la mère, c'est l'enfant dans l'enfant. On peut imaginer ici qu'il y a encore un parent, un adulte, un enfant dans l'enfant de la mère, et eux, ils vont se mettre en alliance avec l'enfant de la mère, c'est-à-dire avec vraiment la détresse la plus profonde intracellulaire de la mère. Et ils vont se mettre en alliance avec cette détresse que va porter la mère, quelle que soit la détresse qu'elle a. D'accord ? Donc ils vont sentir ça, ils vont flairer ça. Et tout enfant, pour survivre, a besoin de protéger le parent qui va mal, de protéger la relation. Hein, c'est-à-dire qu'il va se sacrifier, quitte à se sacrifier,
il va faire en sorte d'aider son parent en détresse, de sauver son parent en détresse. Et là, c'est vraiment le sauveur. Et il ne peut pas faire autrement, il n'a pas de choix. Il en va de sa survie. Parce que dans son point de vue magique, c'est le point de vue d'un enfant, d'un tout petit, lui croit que si maman va mal, c'est à cause de lui. Ou si maman va bien, c'est grâce à lui. Il a une représentation égocentrique de l'enfant qui ramène tout à lui, qui ne peut pas s'empêcher de voir comme ça. Donc si le parent est en détresse, je ne sais pas quoi, il est fatigué, il est déprimé, il a d'autres frères et sœurs et que c'est lourd pour la mère de porter tous ses frères et sœurs, ou il bosse trop, ou je ne sais pas quoi, il va se mettre en alliance avec la détresse, avec le E1 du parent, et va tout faire pour l'aider, le sauver. Alors ça peut être ne pas le déranger, ça peut être s'occuper des frères et sœurs, ça peut être, je ne sais pas, toutes les stratégies sont bonnes pour répondre aux attentes du parent qui est en détresse, pour le soulager, pour l'aider à aller mieux, en croyant que c'est grâce à lui ou à cause de lui et qu'il a la baguette magique pour faire quelque chose. Évidemment, c'est un point de vue d'enfant que bien les adultes continuent d'avoir grand. Ils continuent de croire, évidemment c'est plus avec maman, papa, mais qu'avec d'autres adultes, ils ont le pouvoir de rendre l'autre heureux ou malheureux. Et bien souvent j'ai affaire à ça. Donc ils croient qu'ils ont la baguette magique. Que s'ils agissent comme ça, s'ils aiment beaucoup, peut-être qu'ils vont rendre l'autre heureux. S'ils ne l'aiment pas assez, s'ils n'ont pas le comportement adéquat, ils sont la cause de leur malheur. Ce qui est archi faux, en aucun cas. On n'a pas autant de pouvoir que ça. On s'imagine qu'on a beaucoup de pouvoir, mais ça c'est des points de vue d'enfant tout petit. Voilà comment se construit le scénario du sauveur, de celui qui va commencer à déployer beaucoup d'énergie pour aimer, s'occuper des autres, jouer au Saint-Bernard. Voilà. Donc évidemment, c'est un formatage comme ça, très jeune. Et souvent, la décision, c'est je vais m'occuper de l'autre, quoi. Je vais prendre en charge l'autre pour survivre, pour exister. Donc si je te donne tout, je serai important pour toi, tu seras là pour moi, voilà, et tu ne pourras pas te passer de moi. Et alors c'est un peu le problème, c'est derrière il y a le chantage tout de suite, et tu ne pourras pas te passer de moi. Je vais être important pour toi, et je serai utile, et comme ça tu vas m'aimer. C'est la condition sine qua non pour être aimé dans cette famille-là. Il va y avoir une problématique ici sur j'ai le droit de demander ce dont j'ai besoin. Ça, elles ne savent pas faire. Donc elles ne savent pas tolérer beaucoup. Elles savent faire avec peu. Elles savent faire avec je prends peu. Je me nourris de peu. Mais elles ne savent pas faire avec je prends, je reçois. Je reçois de ce que l'univers me donne, je reçois de ce que les autres peuvent me donner. Je dois être celui qui donne. Je ne sais pas faire avec peu. Je suis habituée avec peu et donc je sais faire avec peu. Donc faire avec beaucoup, alors ça c'est très difficile pour elles. Elles vont s'arranger pour continuer de faire avec peu. Donc ce que je dis souvent sur cette structure, c'est que ce sont des gens qui vont désirer d'avoir, ils vont rêver d'avoir beaucoup, mais quand on leur donne beaucoup, ils ne peuvent pas prendre. Donc ils vont s'arranger pour déprécier, pour dire oh c'est pas assez bien, ça pourrait être mieux, ou pour mettre la barre tellement haute qu'ils vont repartir sur un autre rêve, parce que ce qui va les faire vivre ou revenir à leur structure, c'est de désirer d'avoir, de désirer d'être nourris, sauf qu'ils ne peuvent pas prendre. C'est pas disponible, la ressource n'est pas disponible, ça a manqué, ils ont été habitués à vivre en privation, avec peu. D'où l'intérêt de pouvoir s'occuper des autres. Parce que quand ils s'occupent des autres, ils ne s'occupent pas d'eux. Donc il va y avoir une difficulté de demander et de recevoir. Je ne sais pas demander ce dont j'ai besoin. Déjà, je ne suis pas souvent au courant de ce dont j'ai besoin. J'ai beaucoup de mal. Si vous les interviewez, vous allez voir, vous avez beaucoup de mal. Ils ont du mal à savoir leurs besoins. C'est quoi mes besoins? Alors là, déjà, la question, quels sont tes besoins? J'ai des besoins. C'est quoi? Ils ne savent même pas ce que c'est. Et alors, explorer et répondre à leurs besoins, alors là... Alors par contre, répondre aux besoins des autres, alors ça... un des effets, c'est qu'il va y avoir une partie de ces gens-là qui vont être fiers de s'organiser avec peu. Et très souvent, ça a à voir aussi avec
notamment la structure anorexique. Tu sais, je peux, c'est moi qui donne aux autres, mais moi je suis fière de faire avec peu de besoins, avec peu. Enfin, et j'en suis fière, je me débrouille tout seul, moi très bien, je m'occupe des autres, mais je n'ai pas besoin des autres. Tu vois. Et très souvent d'ailleurs ils arrivent en thérapie, moi j'ai pas besoin de vous, je suis là, mais bon, de toute façon j'y crois pas, enfin un truc comme ça. Enfin, moi je suis fière et je suis orgueilleuse, j'y arrive seule, quoi. Voilà. Et il y a l'autre, ça ce qu'on appelle la structure réprimée, non, bloquée, et la structure réprimée dans ce profil-là, c'est au contraire, ça va être avec la nourriture, c'est-à-dire que très souvent ce sont des bébés ou des petits qui quand ils n'avaient pas leurs besoins, par contre la mère donnait à manger. Tu vois. Donc je sais pas, tu pleures, tu as besoin d'un câlin ou d'être rassuré, ta mère elle te donne de la nourriture, c'est pas ça que tu attends. Donc en fait ils ont appris à réguler leur système nerveux par la nourriture. Donc ça va plutôt donner des gens qui vont compenser leur manque ou leurs besoins, le fait de ne pas savoir nourrir leurs besoins par la nourriture. Donc type plutôt boulimique, où je compense par la nourriture. Ou les substances, alcool, je sais pas quoi, enfin les trucs où je me remplis pour pas sentir le manque, parce que je sais pas satisfaire mes besoins. D'accord, parce que j'ai manqué. Hein. Donc deux types, hein, soit le type bloqué ou le type réprimé. Bloqué, c'est je suis fier, je me débrouille tout seul, je donne aux autres, mais moi, je vis avec ça, avec peu. Et l'autre, c'est je compense par la nourriture, mon système nerveux s'est autorégulé comme ça. Alors, l'identité de cette structure, elle est construite autour d'un besoin très profond de s'occuper de ses besoins. C'est quelqu'un qui a très profondément besoin. Et il a au fond de lui toujours un sentiment d'être en besoin, d'être en manque et que c'est jamais nourri, c'est jamais rempli. Ça peut être rempli par moments, alors peut-être on peut le voir dans la relation amoureuse, il y a des moments de plénitude comme ça, dans la communion charnelle, etc. Mais c'est que des moments. Donc évidemment ça va être une addiction, hein. Je veux retourner à ça parce que je suis remplie. Voilà. Ou d'autres moments, là je donne des exemples, mais ça peut être d'autres moments où la personne se sent pleine. Mais le fond de cette identité, c'est j'ai toujours constamment l'impression que je suis en besoin, d'être en besoin comme ça. Et alors, la contre-identité, c'est pour faire face à ça, la stratégie, ça va être j'ai besoin de rien, mais les autres vont avoir besoin de moi. Pour se protéger d'être toujours dans ce sentiment de manque, ils vont passer à ça, ce qu'on appelle la contre-identité. C'est ce qu'ils vont manifester au monde. Tu vois ? Pour pas être toujours dans je suis vulnérable, je suis en manque, je suis pas rempli, je suis pas nourri, ils vont manifester au monde une manière d'exister qui sera moi j'ai besoin de rien mais les autres ont besoin de moi. Donc je vais me rendre indispensable. Moi je sais aimer, moi je donne, moi je suis généreux, tu vois. Les autres ont besoin de moi, je suis là pour eux. La honte est d'avoir des besoins. De recevoir et de demander et aussi de ressentir. J'ai le droit de ressentir ce que je sens et j'ai le droit d'avoir des besoins, de les exprimer et de demander. Donc évidemment, si vous aidez, vous accompagnez des gens comme ça ou si vous vivez avec des gens comme ça, pour les aider, c'est progressivement, je dis très progressivement, de les aider, de les amener à tolérer toujours un peu plus. En fait, il faut qu'ils apprennent à tolérer l'abondance. Et ça, c'est compliqué. Hein. Donc, est-ce que je peux prendre toujours un peu plus d'air, un peu plus de ce qui est bon, un peu plus. Voilà. J'ai du mal à tolérer. Très souvent, dès qu'il y a du bon, paf, ils vont mettre leur attention sur ce qui ne va pas, ou déprécier, ou partir sur une critiquer, ou manquer, ou voilà. Et souvent, ils sont envieux de ce que les autres ont. Hein. L'herbe est toujours plus verte ailleurs, évidemment. C'est jamais assez bien.